pour la question. Maintenant, Gabriella, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'entreprise ou, dans le fond, la librairie Racine, puis en quoi ça permet à des femmes à l'intersection de plusieurs oppressions de s'approprier les commerces? Bonjour à tout le monde. Merci de l'opportunité aujourd'hui pour m'adresser à vous. La librairie Racine, en fait, elle vise à célébrer et à promouvoir les ouvrages de personnes racisées. Mais en plus d'être une librairie indépendante, nos locaux servent de lieu d'échange, de rassemblement et d'organisation. Il est déjà arrivé aussi dans le passé que certaines fois, on tienne des événements non mixtes. Comme par exemple, un des événements qu'on a fait, c'est durant la vague de dénonciation MeToo, on a ouvert un groupe de soutien ouvert qu'aux femmes noires. Et puis, dans la description de l'événement, pour nous, c'était important de dire que historiquement et structurellement, il y a des femmes qui sont plus vulnérables aux abus. Et cette initiative-là a été une réussite, mais nos efforts et surtout notre mission sont continuellement remis en question ou attaqués, que ce soit nos initiatives plus grassroots, plus communautaires, parce qu'on fait des événements non mixtes, ou au niveau de la mission elle-même de la librairie qui est souvent attaquée ou mécompris. En fait, pour nous, c'est important de faire ce travail-là parce qu'on pense que dans certains espaces, c'est pas évident de tenir certains propos, d'être libre et surtout de se reposer. Et dans des espaces comme Racine, en fait, on peut partager nos histoires et surtout, on essaie de mettre le livre au centre, donc en lire d'autres. Aussi, une des opportunités qu'on propose à certaines femmes, c'est surtout les artisanes, c'est d'utiliser notre plateforme pour vendre nos créations. Donc, en cette période de COVID, on a vendu des coussins, du bissap, des affiches donc, on sert de notre plateforme pour des femmes qui ont besoin d'avoir un revenu supplémentaire parce que la COVID, elle a affecté beaucoup de personnes en situation beaucoup de femmes en marge ont affecté leurs finances et ça a été une source de revenus supplémentaires pour plusieurs. Puis ça a été bien reçu aussi par les différentes communautés. On pense que les commerces ne sont pas neutres et surtout pas les librairies. On voit souvent les valeurs des espaces comme les librairies par le choix de leurs livres, le choix des sections. Est-ce qu'ils ont une section féministe? Est-ce qu'ils ont une section au niveau LGBTQ? Quels sont les événements qu'ils organisent? Etc. Donc, nous, on essaie toujours de pousser des valeurs le plus inclusives possible. On choisit les événements, les livres. On organise aussi des événements parce que oui, on met de l'avant les personnes issues des différentes communautés, mais on dit surtout aussi que dans certaines communautés, il y a de la diversité. Comme on entend souvent parler, par exemple, de la communauté noire, mais nous, on dit qu'il y a différentes communautés noires et à l'intérieur de ces communautés, c'est divers. Il y a des personnes qui sont à la croisée de plusieurs intersections, puis on essaie toujours de mettre ça de l'avant. On prête aussi nos locaux à plusieurs initiatives, comme par exemple l'enregistrement de podcasts de femmes qui veulent créer, comme par exemple, durant le podcast, on avait une émission qui s'appelait La table des femmes. Durant le COVID, pardon, ou juste avant, il y avait la table des femmes. Il y a souvent des enregistrements qui se passent, donc on passe gratuitement nos locaux aux femmes qui veulent créer ou qui ont besoin d'espace. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'espace à la maison ou le temps à cause de charges de travail qu'on a ou de toute la charge mentale, les enfants, etc. Donc, c'est un peu le portrait de la librairie Racine pour le moment. Merci, tu as été disciplinée.
Donc, ben, super. Si, Saïd, tu peux nous parler de Foodel, puis un peu en quoi ça permet à des femmes à l'intersection des oppressions de s'approprier les espaces de commerce. Oui, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir m'exprimer aujourd'hui et de faire partie de ces belles panélistes inspirantes. Donc, Foodel, c'est donc, comme vous l'avez précisé, c'est un OBNL donc, qui existe depuis août. C'est un tout jeune organisme. C'était important pour nous d'être une entreprise d'économie sociale par rapport aux valeurs qu'on défend et puis notre volonté en fait de reverser nos profits à la communauté et puis aux activités de l'OBNL. Donc Foodel, c'est un service de livraison de repas de cuisine du monde. Et la particularité, en fait, c'est que nos chefs, ce sont des femmes immigrées pour l'instant. Notre objectif, c'est aussi d'avoir des femmes réfugiées et Premières Nations. Et puis aussi demandeurs d'asile. C'est vrai que c'est important de s'adresser aussi à ces communautés qui sont pas forcément bien prises en charge. Je vais donner un peu d'éléments historiques sur l'organisme. Voilà, moi, je suis arrivée à Montréal il y a presque 2 ans avec la volonté de lancer un projet à impact social. Comme ça a été précisé, la diversité culturelle me tient vraiment à cœur. Et je suis féministe et j'avais envie vraiment d'agir pour les femmes, en faveur des femmes immigrées et réfugiées. Au début, l'idée, c'était plutôt d'avoir un service traiteur corporatiste pour les événements. Et puis ça, j'ai commencé à travailler dessus en fin février. Et puis après, la pandémie est arrivée, donc avec l'annulation de tous les événements. Donc, on a revu le modèle d'affaires pour plutôt faire un site internet sur lequel les gens peuvent commander. Donc, en fait, toutes les semaines, les gens peuvent commander des plats parmi un menu qui change toutes les semaines et ensuite se faire livrer la semaine suivante. On dessert quasiment toute l'île de Montréal et l'idée, c'est après d'étendre notre périmètre de livraison pour encore plus servir de clients. L'idée, c'est d'avoir une grande diversité de pays aussi qui sont représentés sur la carte. Pour l'instant, on a 2 pays qui sont représentés, donc avec 2 chefs, donc le Brésil et le Pakistan. On a travaillé également avec une cuisinière algérienne le mois dernier. Ce sont des cuisinières en fait pas professionnelles, ce sont des femmes qui ont l'habitude de cuisiner pour leur famille, éventuellement pour des petits événements, donc traiteurs à domicile, pour des organismes communautaires. Il y en a une aussi, la brésilienne Karina, qui travaille dans un restaurant, mais elle n'est pas cuisinière professionnelle, elle n'est pas cuisinière de formation. Donc, tout d'abord, en fait, un point vraiment qui me semblait important, c'est qu'on souhaite donner la possibilité à ces femmes de mettre en avant en fait, leurs origines. Ce sont des femmes souvent qui sont discriminées en raison de leurs origines, elles ont du mal à accéder à des emplois. Il y a la barrière de la langue, il y a différentes problématiques qui font que voilà, elles ont du mal à accéder à un emploi. Nous, on veut justement leur permettre d'avoir un emploi, d'avoir un revenu. Alors pour l'instant, c'est des emplois à temps partiel. On s'est rendu compte que finalement, c'était quelque chose qui, pour la majorité, convenait très bien. Ça les arrange d'avoir des emplois à temps partiel parce qu'il y a les problématiques des enfants pour certaines, de la garde d'enfants. Et donc, on veut vraiment leur donner un espace dans lequel leurs origines sont valorisées et du coup, les aider à avoir confiance en elles, qu'elles soient, on va dire, présentées de manière positive à la société, qu'on puisse parler de leurs origines, de leur histoire, qu'on leur donne en fait une espèce de tribune, de visibilité auprès de la société québécoise et que du coup aussi du même coup des femmes qui ont un peu le même profil issues des communautés ethnoculturelles de Montréal puissent s'identifier à elles et les voir un peu comme des exemples positifs. On a aussi la volonté de leur offrir un espace de travail qui leur corresponde. Donc, que ce soit, comme je disais, au niveau des horaires de travail, on essaie... déjà, c'est du travail en journée, ce qui est assez rare dans le milieu de la restauration. C'est 1 journée par semaine pour l'instant. On espère passer à 2 journées
Mais voilà, encore là, je le disais tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui arrange certaines femmes. On a aussi, pour l'instant, pas de mixité. Alors, ce n'est pas une volonté, c'est que vraiment, pour l'instant, au niveau des bénévoles, on n'a eu que des candidatures de femmes. Et là encore, je pense que c'est un point positif pour certaines femmes de se retrouver entre femmes. On a aussi certaines femmes qui ne parlent pas bien français, donc avec elles, on échange en anglais et en français. C'est vraiment un mélange, on s'adapte. Et après, par la suite, on veut aussi mettre en place un programme d'accompagnement et de formation sur mesure. Donc, l'idée, c'est de leur donner un premier emploi dans la cuisine, mais de les aider à accéder à un autre emploi éventuellement qui corresponde encore plus à leurs rêves. Donc, on veut les accompagner déjà pour identifier en fait leurs projets professionnels et ensuite atteindre leurs objectifs. On pense que la cuisine, c'est un bon moyen d'entrée, que ça permet de développer des compétences qui sont transposables dans différents milieux de travail. Donc, voilà, on se dit que c'est un bon moyen pour commencer. On veut aussi leur donner éventuellement des cours de français. Enfin, voilà, on est en train de réfléchir à plein de choses, mais vraiment, le maître mot à travers tout ça, c'est la co-création. On veut vraiment qu'elles soient impliquées dans le processus et en fait, construire un programme et un accompagnement sur mesure qui correspondent à leurs besoins et en concertation aussi avec des organismes communautaires qui sont déjà très impliqués et qui connaissent très bien ces communautés. Voilà.